Et si on l'avait fait, on n'aurait pas eu l'Ukraine. Vous voyez? C'est-à-dire que si on avait rasé la Syrie, on aurait donné une bonne leçon à Poutine et aux Russes, et ils n'oseraient pas organiser le référendum de la Crimée. Mais franchement, le référendum est quelque chose de démocratique. Hein, et moi, je crois qu'il y a beaucoup de référendums à organiser, à commencer par la Turquie. Il faudrait y ait un référendum pour les Kurdes, hein, un référendum pour les Arméniens qui ont été massacrés, un référendum pour les Alévis, citoyens de ce second ordre. Vous voyez? Alors, il dit, si on était intervenu, ça y est. Mais si on était intervenu, qu'est-ce qui se serait passé? C'est-à-dire que ces islamistes, dizaines d'islamistes, de milliers, auraient massacré tout le monde. C'est ça. On intervient, on massacre l'armée syrienne. Très bien. Alors, c'est la voie libre aux islamistes de violer tout le monde, massacrer tout le monde, et ça aurait été un danger pour tous les pays. Tous les pays, c'est ce que je dis, ça, il aurait déstabilisé. C'est pour cela que j'ai du mal à croire qu'Israël puisse intervenir dans ce conflit de manière directe. Parce que ça pourrait leur revenir comme un boomerang en pleine figure. Bien sûr, on ne va pas créer un État takfiri, islamiste, voisin. Non, je ne crois pas. Mais si vous voulez, peut-être Israël se réjouit de voir la Syrie s'auto-détruire. S'auto avec des nuances. Parce que ceux qui détruisent la Syrie, évidemment, c'est la coalition, le Conseil national. C'est la couverture politique, mais le ils sont chapeau. aidés par l'extérieur, on ne va pas se mentir. Sûr, ils ont des moyens considérables. On sait que l'Arabie et le Qatar ont dépensé des milliards. On parle de milliards, voilà, de milliards pour déstabiliser. Voilà, de milliards. Puis ils ont pillé le pays. Vous savez, il y avait 300 et peut-être 320 000 ouvriers textiles à Alep. Aujourd'hui, toutes les machines de ces usines voilà, ils ont textiles démonté toutes les usines apparemment, c'est ça, ils les ont emmenées en Turquie. Voilà. Mais c'est un vol, c'est Voilà. Voilà. Vous voyez, la France devrait payer des dédommagements à la Syrie, déjà pour la période du mandat, hein, et pour ses crimes de guerre aujourd'hui. Parce que c'est clair que notre rôle, il est encore temps peut-être de dire, écoutez, on s'est trompé. Alors, ils nous disent ces élections, les élections en Syrie ne devraient pas avoir lieu, c'est difficile. Par contre, ils nous demandent de gober les élections du 25 mai en Ukraine. Alors dites-moi pourquoi les élections d'Ukraine seraient plus normales, plus légales, plus légitimes que celles de Syrie. Non, ça ne tient pas la route. On voit vraiment qu'il y a, comme on dit, un double standard. Voilà. Les Russes sont nos ennemis, les Syriens sont nos ennemis, il faut absolument que cette Ukraine entre dans l'OTAN, qu'on menace la Russie sur ses propres frontières. Mais c'est quoi ça? La diplomatie réussie, on m'a toujours appris ça, c'est d'éviter les conflits et non pas de les provoquer. Or là, franchement, on ne fait que provoquer. Donc, notre diplomatie est complètement erronée. Alors en plus, au début, justement dans cette diplomatie, il y avait un personnage, c'était l'ambassadeur de France, je crois que c'était Monsieur Chevalier. Qui lui a critiqué la position française, puisque carrément, j'ai presque envie de dire, il a désavoué son ministre à l'époque, puisqu'il a, en gros, Zeb Juppé qui nous disait c'est Bachar, en gros, lui, il disait, aucun rapport, je vois pas ça. C'était surréaliste, ça. Il a été après démis un peu. Mais peut-être parce que, vous savez, il y a des gens carriéristes. Enfin, je crois que c'est un peu le cas. C'est-à-dire que Chevalier n'est pas diplomate de formation. C'est quelqu'un qui avait été parachuté dans ce ministère. Et c'est un personnage assez paradoxal. Donc il a vu après que c'était pas dans son intérêt de s'opposer. Et puis il a dû avoir des pressions, j'imagine. Et puis vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais commentée entre Chevalier et l'opposition, où l'opposition lui reproche, n'est-ce pas, d'avoir donné peu d'armes. Et ça c'est dit dans la vidéo. Donc c'est une des preuves que la France avait fourni des armes.
parce qu'il est chevalier à juste titre, engueulait un peu l'opposition syrienne, entre guillemets, et les autres étaient choqués, vexés. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné comme arme pour pouvoir nous tenir ce langage? Ce qu'il nous a donné, qu'il le reprenne. On veut des armements lourds. Alors c'est une vidéo très cocasse. Hein. On rit beaucoup en voyant ça. Et ça montre aussi que la diplomatie française de cette période socialiste ne vole pas très haut. C'est vraiment... Ouais, ah non, mais là, c'est un peu le marasme. Hein. On s'est un peu enfoncé dans cette histoire. On me demandait, alors juste avant la pause, une dernière question. Pourquoi Poutine, il ne s'est pas vraiment plus opposé fermement à l'affaire libyenne plutôt que, alors là, sur la Syrie, il a été d'une intransigeance, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir sur l'affaire de Libye. Parce qu'ils lui ont dit qu'il n'allait pas continuer à envoyer des... Au début, c'était... Vous vous souvenez, une sorte de... oui, de non-zone aérienne, un embargo aérien, comment on appelle ça, une zone d'exclusion pour empêcher Kadhafi d'utiliser son aviation contre les soi-disant ses ennemis. Et puis ça s'est transformé carrément en intervention armée avec l'aide du Qatar. Le Qatar a joué un rôle très néfaste. Il y avait des forces spéciales qataries apparemment qui encadraient un peu le tout des rebelles. Ce qui a rendu Poutine fou, c'est quand il a appris aussi que les armements récupérés de l'armée de Kadhafi, russe, soviétique parfois, étaient envoyés en Syrie pour s'attaquer à la Syrie. D'ailleurs, ils avaient des scénarios, par exemple, de faire croire par un avion soviétique camouflé syrien, mais qui est ennemi, d'atterrir dans un aéroport militaire syrien ou d'aller carrément bombarder le palais du président Assad, que comme quoi c'est un avion ami. Oui, mais tout ça c'est de la rigolade. Un avion, même s'il est fabrication soviétique, il y a des radars, il y a des communications. Mais il paraît qu'il y avait ce scénario s'il pouvait tuer Assad, parce qu'il y avait des appels au meurtre interdits par la loi d'ailleurs. Puis vous savez, les notions de base, les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies interdisent l'ingérence dans un pays qui ont fait partie de cette charte, qui l'a signée. Alors on comprend mal comment l'Occident, les Américains, s'autorisent à intervenir en Syrie. C'est ingérence. C'est contraire à toutes les conventions internationales. Bien sûr, c'est contraire. Hein. Et nous, on avale ça. Puis je crois que ce qui empêche aussi les Français, c'est ce marasme économique. C'est-à-dire, les Français aujourd'hui, honnêtement, sont un peu malheureux. C'est une situation sans issue économiquement. Alors, on pense à soi, hein, avant de penser à ce qui se passe à Damas ou à... Mais là, j'avoue, je suis fier de beaucoup de gens, parmi les jeunes Français et les vieux, qui continuent sur le net à encourager ces médias alternatifs. Je leur serre la main et je dis qu'on gagnera la bataille et qu'on lèvera la censure et qu'on pourra revenir sur les grandes chaînes et dire que nous, on ne s'est pas trompé. Hein, mais les autres n'auront pas le courage de dire qu'ils se sont trompés. D'accord. Eh ben, en tout cas, on fait une petite pause et puis on revient juste après. Il y a pas mal de questions. Vous inquiétez pas, j'ai vu les questions. Il y a pas mal. On va les poser juste après. Pas de problème. On fait une petite pause. À vous, la régie. Merci. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Bassane Taham. Alors oui, je fais une petite aparté parce qu'on me parle de la vidéo pas mal. Voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir de remettre les journalistes en place, hein, quand on en a l'occasion, si j'ose dire. Hein. Alors voilà, un petit combo, on va dire. Hein. Et on en a d'autres. On vous redonnera tout ça au fur et à mesure. Voilà. Et donc, Bassane... C'est dommage que vous n'étiez pas là quand on a voulu me confisquer le drapeau de l'Arménie occidentale, parce que j'ai appelé William Bourdon, n'est-ce pas, lui demandant si je pouvais porter plainte. Il me dit, est-ce que c'est enregistré? Quelqu'un vous a fait une vidéo de ça, de votre discussion?
avec le service de sécurité arménien et les policiers français ce jour-là. Je lui ai dit non. Alors, si vous permettez, je vais vous en parler, vous voyez, parce que je pense, moi, qu'il n'y a pas que les... Bon, on est contrôlé dans les médias, mais j'ai l'impression que la France devient de plus en plus un pays répressif, de répression. On n'a plus cette liberté d'expression. Le jour de la commémoration des 99 ans du génocide arménien. Alors vous allez me dire, en quoi ça vous regarde, monsieur Dahan, Bassam? Ben, je vous dis, moi, je ne clash pas. J'ai découvert des aïeux arméniens et je revendique, n'est-ce pas, cette origine, tout comme je revendique mon origine arabe, syrienne. Et c'est un sujet intéressant lié à la Syrie, hein, parce que ces Arméniens que nous avons en Syrie, c'est les rescapés du génocide de 1914. D'accord, qui sont venus se réfugier en Parce qu'on a voulu les massacrer en Syrie, dans de longues marches. Là où il y a des tonnes d'ossements d'Arméniens, c'est à Deir ez-Zor, c'est une ville dans le désert syrien. Voyez. Et alors, évidemment, le peuple syrien a accueilli ces Arméniens. Et après, bon, ils sont partis en France, aux États-Unis, au Liban, mais il en est resté pas mal. Et qui sont un peu... C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir la ville d'Alep sans ces Arméniens. Hein. Et alors, cette attaque contre Kessab et tout ça, ça fait mal au cœur, parce que voilà un peuple qui a été massacré, qui se réfugie en Syrie, et qui se retrouve remassacré par les descendants des responsables du génocide de 1914, Erdogan. C'est avec l'artillerie lourde qu'il a lancé ses djihadistes sur la petite ville de Kessab, en Syrie, qui est la seule bourgade qui reste de cette Arménie occidentale. Qu'est-ce qu'on entend par Arménie occidentale? C'est l'Arménie occupée par les Turcs, qui n'est pas l'Arménie orientale indépendante. Vous voyez, oui, voilà, oui. Une grande partie, c'est là où il a massacré près de 2 millions de personnes. 1,5 million d'Arméniens, demi-million de chrétiens pas arméniens. Alors, je ne vous cache pas, moi j'ai épousé cette cause d'Arménie occidentale et j'ai demandé une nationalité. J'invite tous les Arméniens de la diaspora qui croient au retour en Arménie d'avoir une carte d'identité d'Arménien d'exil. Et on a formé un parlement, il y a eu des élections démocratiques, libres, où j'ai été élu parlementaire. Nous sommes 64 parlementaires dans le monde, sur 42 pays dans le monde. Et c'est très important. Alors je reviens à mon histoire de drapeau. Ce Parlement a voté pour un drapeau, je vous le montrerai, c'est un drapeau bleu avec le soleil d'Arménie en orange au milieu, un symbole géométrique qui représente l'ethnie arménienne, qui n'est pas forcément chrétienne. Il y a des Arméniens qui sont musulmans, il y a des Kurdes d'origine arménienne, vous voyez. Et j'étais là avec mon drapeau, le jour de la commémoration où le président de la République devait venir pour prononcer un discours face, n'est-ce pas, au monument du père Komitas arménien élevé au bord de la Seine, place du Canada. Alors on me laisse entrer avec mon drapeau, puis c'est le service d'ordre arménien qui me dit il faut enlever ce drapeau. Parce que ce n'est pas le drapeau officiel de l'Arménie orientale. Oui, mais je suis désolé, je dis nous sommes dans un pays libre. Ce drapeau a été légitimé par un vote démocratique. Je ne nuis à personne en portant ce drapeau. Alors on a commencé à me menacer verbalement et même physiquement qu'il vaut mieux, il m'arriverait malheur. J'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Il y avait un policier, là je lui rends hommage, je lui demande, mais enfin, pourquoi vous voulez? Il a dit, vous savez, nous on n'a rien contre vos drapeaux. Hein. C'est le policier français qui m'a dit ça. C'est le service d'ordre arménien qui ne veut pas de votre drapeau. Je dis, enfin, mais qui c'est qui fait la loi en France? Hein? C'est la police française ou le service d'ordre arménien? Expliquez-moi une chose, voyez? Alors, suite à cela, on m'envoie quelqu'un parler en arabe de ma ville natale, arménien, me dire, s'il vous plaît, rangez le drapeau, sinon... On prend par les sentiments, c'est ça? Voilà, sinon il va vous arriver malheur, ils vont peut-être vous casser la gueule. J'ai dit, ah bon, eh ben, qu'ils essayent s'ils veulent me... Alors bref, après cela, j'ai dit, bon,
je sais pas, j'avais un moment comme ça, dubitatif, d'hésitation. Voilà qu'un policier en civil, ça doit être un chef de la... Il arrive et me dit, on vous confisque le drapeau, et une fois sorti de cette enceinte, mais on était dans la rue, quoi. On vous redonne le drapeau pour aller jusqu'aux Champs-Élysées. Mais là, il ne faut pas... Alors, on m'a dit aussi que tous les drapeaux étaient interdits. C'est pas vrai, parce que j'ai vu d'autres gens avaient d'autres drapeaux. Bref, je lui ai dit, mon drapeau et moi, on n'est qu'un. Si je lâche mon drapeau sur le champ d'honneur, que ferais-je alors de ce drapeau sur le champ de bataille? Honnêtement, hein. Merci monsieur, je préfère me retirer. Vous voyez? Mais ça m'est resté à travers de la gorge. On est en France quand même. Qu'est-ce que c'est que cette répression? Alors quand j'ai appelé Maître Bourdon, il m'a dit, effectivement, c'est intolérable. Mais si vous aviez un enregistrement de toute cette scène, on aurait pu porter plainte. Mais bon, quand même, il faut à mon avis que ces Arméniens de la diaspora croient à la démocratie et au peuple libre de disposer de leur destinée. Je ne vois pas pourquoi si moi je porte un drapeau voté par un gouvernement d'exil, ça devrait être interdit sur le sol français. Vous voyez? J'ai terminé mon histoire de drapeau. Excusez-moi, j'étais long. Mais je trouve quand même, je trouve que c'est répressif. On n'a pas le droit. Parce que Maître Bourdon m'avait dit si c'était dans un lieu fermé. Je dis non, on était en pleine rue, il n'y a pas... Parce que peut-être on dit, bon, si c'est au Parlement, vous n'avez pas le droit, ou je ne sais pas quoi, dans une salle. Non. D'autres avaient d'autres drapeaux. Hein. D'ailleurs, une chose aussi qui nous a choqués. J'avais des amis du Rassemblement pour la Syrie qui avaient des drapeaux syriens. Alors d'autres se sont présentés à eux en leur disant, vous vous êtes peut-être trompé de vos drapeaux, mais Kessab se trouve en Syrie. Ceux qui se battent aujourd'hui pour libérer Kessab et ses Arméniens des islamistes envoyés par Erdogan, mais c'est l'armée syrienne, avec des gardes, une armée populaire d'Arméniens de Syrie. Hein, vous voyez, on va vers un État répressif. C'est insupportable, ça ne devrait pas exister. Moi, la France que j'aime, telle qu'on me l'a apprise, celle des droits de l'homme, n'est pas celle-là. Je suis désolé. Et je peux vous en parler, enfin je ne veux pas entrer dans les histoires de circulation, tous ces radars, ça devient insupportable. Hein. il y a un vent de répression, vous voyez, qui souffle sur la France. Hein. En plus, avec ce marasme économique, c'est plus supportable. Hein. Les médias, on est réprimés, hein, et on ne sait plus quoi faire. Hein. Là, on me dit justement, selon vous, est-ce que le massacre des Arméniens est peu reconnu par rapport à la vérité sur les origines des dirigeants turcs? C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de ce massacre. Alors, moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Le massacre arménien, le grand argument en fait qu'on entend du côté turc, c'est de nous expliquer, mais ce qui quand même, à mon sens, tient la route quand même d'un point de vue géopolitique, même si vous allez nous expliquer peut-être justement la nuance, c'est eux disent, mais la Turquie n'existait pas en tant que telle, c'est l'Empire ottoman, c'est la responsabilité de l'Empire ottoman et non pas on va dire, de la nouvelle République turque qui s'est formée avec Atatürk. Donc, est-ce que ça tient cet argument? Parce que c'est ça l'argument des Turcs, il est là. Parce que vous voyez, pour créer cette nouvelle Turquie, dans l'optique justement de ses fondateurs, il fallait se débarrasser de l'élément chrétien. Alors cet élément chrétien a été balayé. Alors il se trouve qu'il y avait des Grecs chrétiens, il y avait des Assyriens, des Chaldéens, des orthodoxes, il y avait beaucoup de chrétiens dans toute l'Asie mineure, si vous voulez. Puisque vous parlez de cet empire ottoman, prenons l'Asie mineure dans ses frontières actuelles de Turquie moderne. Ce qui clochait pour eux, c'est que tout l'Est est autour du lac de Van, et vous montez jusque là-haut, jusqu'à arriver à l'Arménie orientale, il y avait là près de 2,5 millions d'Arméniens chrétiens.
Il y avait des Arméniens en Cilicie aussi. Là, on est au bord de la Méditerranée, au nord de la Syrie. Et il y avait des Arméniens à Istanbul. D'ailleurs, les premiers massacres ont commencé à Istanbul. Et là, permettez-moi de rendre hommage à Jean Jaurès, qui au XIXe siècle avait cité les Arméniens. Et le massacre des Arméniens avant le génocide de 1914. Et ça, malheureusement, nos hommes politiques l'oublient. Hein. Que les hommes politiques français de l'époque étaient plus sensibles et plus responsables que ceux d'aujourd'hui, malheureusement. Vous voyez ? Donc, éliminer les Arméniens, créer un État où il n'y a pas de chrétiens, ou très minoritaires. Vous voyez ? Très, très minoritaires. D'ailleurs, les chrétiens qui y sont restés, soit ils se sont convertis à l'islam, soit ils se sont mariés, d'ailleurs, souvent c'était pratiquement presque des viols, quoi. On prenait les femmes arméniennes, on les mariait de force à les plus belles. Il faut voir, il faut lire, il y a toute une littérature, c'est atroce. Hein. Ou alors se faire passer pour des Alévis, mais malheureusement, cette Turquie moderne laïque, en 1936-1938, va s'attaquer à Dersim, une région au centre de la Turquie, contre les Alévis. Et les Arméniens qui s'étaient fait passer pour des Alévis se sont fait massacrer comme Alévis dans cette bataille-là. Et là, ce n'est pas l'Arménie de l'Empire ottoman, c'est Kemal Atatürk. Et la fille adoptive, pilote, de Kemal Atatürk va bombarder le Dersim. Vous voyez ? Alors Dersim, comme nom, c'est peut-être arménien, ça veut dire Der, c'est monastère, Sim, c'est l'abréviation de Siméon, c'est-à-dire vous savez, Saint Siméon est un saint très honoré au Proche-Orient, hein, partout. Voilà. Alors, ça vous montre, si vous voulez, l'irresponsabilité du gouvernement français dans ses relations criminelles d'entente, de complicité avec Erdogan, qui permet à des djihadistes d'aller massacrer les chrétiens du quartier d'Alep. Et là, le parlementaire français avait raison de souligner Alep. Hein. C'est là où il y avait le plus de chrétiens, parce que le gouverneur de l'époque à Alep n'a pas appliqué la décision de massacrer les Arméniens. Vous voyez ? C'est pour cela, oui, parce qu'il y a eu des gens honnêtes. D'accord. Voilà. À Alep, il avait dit non, ils n'ont pas été massacrés. Donc du coup, on trouve une forte communauté chrétienne. Chrétienne à Alep. Voilà, tous les chrétiens pratiquement de Beyrouth sont passés par Alep. C'était une zone de passage. Voilà. Encore une fois, moi je crois que ces histoires de condoléances, c'est complètement, franchement fou, quoi. C'est pas un problème de présenter des condoléances aux descendants du génocide. Il faut penser à la réparation, au dédommagement. Mais on a massacré 2 millions de personnes et on leur a pris leur territoire. Donc la Turquie est quand même mal fondée alors sur son argument. Là, oui. Vous venez en faire d'une démonstration qui sont quand même assez mal fondées. Mal fondées parce que vous voyez, ils ne veulent pas reconnaître ça parce que s'ils autorisent les Arméniens à rentrer en Turquie, à nouveau, on a la composante chrétienne et qui se trouve carrément au milieu de la Turquie. C'est tous les hauts plateaux. Hein. Alors à l'est, vous avez la zone kurde. D'ailleurs, les Kurdes ont récupéré l'Arménie occidentale puisque les Arméniens ont été massacrés. C'est pour cela que je dis que cette Turquie n'est pas si unie que ça. Vous avez 25 millions de Kurdes et près de 15 à 20 millions d'Alévis. D'accord ? Qu'est-ce qui reste de l'élément purement anatolien qui fait la fierté d'Erdogan ? Il veut turquiser. Mais les Kurdes, ils sont Kurdes. Hein, ils ne sont pas Turcs. Vous voyez ? Et ils sont aussi discriminés, les Kurdes. Bien sûr. Parce qu'en Turquie, est-il vrai aussi que... Les massacres. Voilà, il y a des massacres aussi avec les Kurdes. Ils n'ont pas le droit de parler kurde apparemment aussi dans certaines zones. Alors maintenant, ils essayent de négocier, pour que Erdogan puisse devenir président et transformer le régime turc en régime présidentiel. Il veut s'entendre avec les Kurdes. Mais c'est difficile.
Moi, à mon sens, il faudrait que... Alors vous me dites, on est à une époque où on cherche à unifier, d'accord? Mais on peut fédérer tous ces gens-là dans une Turquie moderne qui respecte les droits des fortes minorités. Parce que franchement, appeler les Kurdes une minorité... ils sont 25 millions. 25 millions. Alors, il y a 4 millions d'Alévis parmi les Kurdes. Ils ne sont pas tous sunnites aussi. Voyez-vous? Ça aussi. Les Alévis, c'est... Alors les Alévis, ils ne sont pas tout à fait chiites 100%, mais appartiennent à la famille des chiites dans le monde. Vous voyez? Mais les Alévis de Turquie sont très laïques, très de gauche, comme toutes les minorités. Vous savez, dans tous les pays, il y a une logique minoritaire. Les minorités cherchent à être avant-gardistes et à défendre des idées révolutionnaires par rapport à une majorité traditionnelle. Et ce qui est malheureux, c'est que cette majorité traditionnaliste d'Erdogan essaye, par la corruption, n'est-ce pas, d'offrir un petit bien-être aux gens, mais au prix des idées par exemple, on revoit une islamisation à outrance de la société turque. Chose que les Alévis, et là je peux parler en leur nom, je ne vous cache pas, j'ai beaucoup d'amis Alévis, n'acceptent pas. Les Alévis, c'est des gens très modernes, tout comme les Arméniens, tout comme les Kurdes. Évidemment, il y a des Turcs très modernes et tout, mais malheureusement, ils ont perdu la bataille électorale contre Erdogan. Et ça, grâce aux sanctions contre l'Iran. Mais c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que, avec l'embargo contre l'Iran et la guerre de Syrie, Erdogan a joué la carte des pays pétro-monarchiques du Golfe pour avoir des investissements et de l'argent. Mais l'argent, c'est un peu de l'argent sale, je vous dirais. Parce que c'est au prix de quoi? Au prix de massacres en Syrie, et qu'il jouit des capitaux du Golfe arabo-persique dans son économie, avec une corruption colossale, avec une restriction des libertés, une répression. Vous avez vu, il interdit Twitter, il interdit YouTube, il interdit l'Internet. Les gens veulent manifester sur la place Taksim, c'est interdit, c'est une place symbolique. J'ai vu aussi qu'il y avait des manifestations anti-Erdogan avec des slogans très hostiles, etc., et qui avaient été reprises par France 2 comme d'hab, et puis on avait trafiqué en nous disant oui, les gens manifestaient contre Bachar, alors que les Turcs, comme vous l'expliquiez, qui comprenaient ce qui était dit, disaient mais non, c'est pas contre Bachar, et justement c'est contre Erdogan, et justement ils critiquent, le peuple critique ses crimes contre la Syrie en disant les Syriens sont nos frères, pourquoi on les attaque? Et à propos de Syrie, il faut citer à l'honneur cette association d'avocats turcs et de journalistes qui ont été en Syrie, dans ce nord de la Syrie, et ils ont un témoignage, mais vraiment décapant, sur ce qui se passe. Comment, de la ville de Konya, avec la bénédiction de Davutoglu, le ministre des Affaires étrangères, on a envoyé des armes turques pour les djihadistes, comment on a massacré, comment on a pillé. Ils ont publié un rapport extraordinaire. Et là, on ne peut pas dire que ce sont des journalistes payés par Assad, c'est une association libre d'avocats turcs. On ne peut pas ne pas les croire. Vous voyez? Il y avait aussi des députés, il me semble, qui sont allés visiter les camps et qui ont dit c'est du bluff, c'est pas des camps de réfugiés, c'est des bases arrières, un groupe de députés de l'opposition turque. Aussi. Au départ. Mais si vous voulez, pour parler de ces camps de réfugiés, moi je vous dirais qu'ils sont installés chez eux. Parce que toute cette frontière syro-turque, c'est la France qui a cédé ça à la Turquie. À la Turquie, oui. Vous vous rendez compte, la France était un pays mandataire censé conduire la Syrie à une démocratie et à la modernité. Qu'est-ce qu'elle fait? Brièvement, elle donne le département de Mossoul aux Anglais installés en Irak pour avoir 24,4% du pétrole de la société. Par 3 fois, la frontière syrienne a reculé au détriment des Syriens et on a donné toutes les villes arméno-christo-arabes aux Turcs. Barash, Kilis, Enteb, Nizib, vous voyez, tout ça.
à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on a fini l'entre-deux-guerres, elle cède Alexandrette et Antioche aux Turcs pour désaxer la Turquie de l'Allemagne. Les Turcs digèrent ce département par un faux référendum, truqué par les Français, et restent du côté de l'Allemagne. Et après cela, la France continue ses crimes en fermant les yeux sur ce que fait Erdogan en Syrie. Personnellement, je demande un dédommagement en bonne et due forme au gouvernement français. La France est responsable de beaucoup de choses mauvaises en Syrie et elle doit les dédommager, ces Syriens. Vous voyez ? Référendum, qu'on organise un référendum à Alexandrette et Antioche et en Cilicie. C'est la France qui a expulsé les Arméniens de Cilicie, qui les a obligés à quitter pour plaire aux Turcs. Et là, d'une certaine manière, contribuer à l'épuration ethnique arménienne en Turquie. Ça, j'ai vu des photos de ça, rares, à la bibliothèque, tenez-vous bien, de Rabat, n'est-ce pas, qui sont maintenant, ces photos ont été transférées à la bibliothèque royale. C'est un ancien officier français qui avait fait toute une série de photos sur l'exode des Arméniens de Cilicie, sous les tentes, comment ils étaient embarqués sur les bateaux. On les a obligés à quitter la Cilicie. Vous voyez ? C'est affreux. Pour faire plaisir aux Turcs. Voilà. On rappelle, c'est après le traité de Versailles où la France donc se partage. Le traité de Sèvres est plus important parce qu'il reconnaît l'Arménie occidentale. D'accord. Voilà. Et la sentence arbitrale du président Wilson, il lui restait à définir les frontières de l'Arménie occidentale. Mais après, comme vous dites, les autres traités, on a fait marche arrière. Et puis on a oublié. C'est pour cela que je vous dis, moi en tant que parlementaire de l'Arménie occidentale, je m'estime en continuité avec cet État arménien du traité de Sèvres. Oui. N'en déplaise à Erdogan. Et là, à Genève, on a été reconnus, les Arméniens, comme peuple autochtone. Hein. Vous voyez, je ne suis pas belliqueux, moi. Je conseille à Erdogan et aux Turcs, mais je ne crois pas qu'il va entendre cela, parce qu'il a digéré cette Arménie occidentale, il n'en veut pas. Moi, j'appelle à une union avec les Kurdes, Arméniens et Kurdes, pour que ces Arméniens de la diaspora puissent repartir en Turquie. Et c'est une force économique pour la Turquie moderne. Et on peut fédérer. Vous me dites, c'est une cause perdue, comme beaucoup. J'aime les causes perdues. Une cause n'est jamais perdue. Hein. Tout dépend comment les gens la vivent et vont la défendre. Si on avait dit ça de beaucoup d'autres choses, on n'aurait jamais... Non, on n'aurait jamais. Justement, on nous dit, par exemple, on me dit, alors ça c'est sur les Arméniens, comme quoi les Arméniens seraient à la base du christianisme dans cette région. C'est un des premiers États chrétiens du monde, oui, c'est voilà. vrai. C'est ça l'Arménie, voilà. Avec l'Éthiopie. Vous voyez, en Afrique. Mais dans cette région, c'est vrai que l'Arménie est le plus vieil État de la région chrétien. C'est vrai. Et bon, ben c'est dommage. Et si vous voulez, je critiquerai, je fais ma propre autocritique d'Arménien. C'est dommage que les associations arméniennes, évidemment, elles font beaucoup de choses bien, de bienfaisance, mais qu'elles ne posent pas le problème du retour des Arméniens en Arménie occidentale. Parce que l'Arménie orientale ne présente pas la diaspora. Je suis désolé. Est-ce que Israël, menant ce parallèle, représente les Juifs du monde entier? Mais non. Israël est un État où il y a évidemment des Juifs qui ont accepté, il y a d'autres Juifs qui ne veulent pas d'Israël. Voyez ? Donc on ne peut pas nous assimiler à l'Arménie orientale reconnue. Non. L'Arménie orientale, il y a près de 3 millions, mais il y a plus d'Arméniens à l'étranger qu'en Arménie orientale reconnue comme État libre, indépendant.
Vous me comprenez? C'est-à-dire que cette Arménie occidentale, donc c'est la partie occidentale de l'Arménie actuelle, qui est en Turquie aujourd'hui. Et qui aujourd'hui appartient à la Turquie, évidemment. Voilà. Et donc aux zones qui est essentiellement peuplées, vous dites beaucoup de Kurdes maintenant. Kurdes, d'Alevis, où, vous savez, on s'est livré à des transferts de population. Vous savez qu'Emal Atatürk et Staline, sur ce dossier de transfert de population, ont mené la même politique. Hein. Donc moi, je suis tout espoir qu'un jour, on va pouvoir vivre en paix avec les Turcs, en fédération. Ça ferait un bijou de pays. Et pourquoi voulez-vous, qu'est-ce que c'est que cette tendance à une épuration ethnique et confessionnelle? La Turquie, il ne doit pas y avoir de chrétiens dedans. Mais c'est stupide. Hein. Pourtant, en plus, ça leur est venu quand? Parce que je veux dire, la présence chrétienne dans cette région est plus ancienne que l'islam et les Turcs. Oui, mais c'est ça le paradoxe de l'histoire. C'est que les Arméniens, qui sont vraiment les autochtones de cette région, ont été chassés, et les Turcs, les derniers arrivés, sont maintenant les maîtres et dictent, font des épurations. Parce que les Turcs qui viennent d'Asie centrale, pour bien comprendre, c'est ça. Ouralo-Altaïque, voilà, c'est ça. Ce sont des peuples d'Asie centrale qui sont venus et qui ont envahi cette partie-là. Voilà, d'abord dans l'Empire arabe musulman, au IXe siècle, il faisait partie de l'armée. C'est Al-Mansour, le calife, qui les a promus. Puis petit à petit, il y a eu différentes vagues successives de Turcs différents. Les Seldjoukides et d'autres. Enfin, je ne veux pas vous faire un... Mais vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est cette tendance à vider un pays d'une de ses composantes autochtones. Il en est de même en Égypte. Toute cette guerre contre les Coptes. Mais les Coptes étaient là avant l'arrivée des Arabes musulmans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez? C'est pareil. Le mouvement wahhabite du royaume saoudite, quand il est passé à l'attaque tout au début, 18e, 19e siècle, il a chassé toutes les minorités vers le nord. Cette Syrie a toujours recueilli des minorités persécutées. Et c'est pour cela que c'est un beau pays, une mosaïque, que justement Al-Qaïda détruit. Et malheureusement, nous occidentaux, avec notre politique erronée, comme a dit Marceau, Alain Marceau, Jacques Millard et Philippe Meunier, je les mets dans la même mouvance, c'est que nos alliés sont les islamistes. On a négocié avec nos alliés la libération de nos otages. Et ce sont nos alliés qui les ont enlevés. Et il y avait des geôliers français. Vous voyez, dans tout ça, ça nous mène à... C'est pour cela que, à mon avis, le président Hollande, pour le 100e anniversaire, au lieu d'aller en Arménie orientale pour la commémoration du génocide, je crois qu'il ferait mieux de visiter les ruines de l'Arménie occidentale. On me dit, alors ça sur le chat, je ne savais pas du tout ça. Alors selon LLP, le libre penseur, vous connaissez certainement Salim Laibi, les Arméniens ont été massacrés car ils ont découvert la vérité sur les sabbatéistes. Des sabbatéens, oui, il y a beaucoup de... Vous savez, là on entre dans des débats religieux, parfois panachés d'ésotérisme. C'est vrai. Vous connaissiez ça en Syrie, non, ils ont été massacrés tout simplement parce que, à un moment donné, comme je vous ai dit, pour créer une Turquie entièrement même couleur, monochrome, islamique, avec une tendance à la renaissance turcophone et turco-ethnique, tout ce que vous voulez, c'était le mouvement de la jeune Turquie, ils ont choisi la solution finale. Il faut les massacrer. Ils les ont massacrés en Turquie, conduits jusqu'au désert de Syrie, sous le soleil, en balançant les enfants dans l'Euphrate. Ça, je peux dire que mon grand-père d'Alep a vu de ses propres yeux, parce qu'il était... non, mon grand-père, là, du côté arabe. Il n'a rien d'arménien, mais il a vu les petits Arméniens dans des barques qu'on balançait dans l'Euphrate, au milieu de la rivière.
Ah ça. Donc c'est un vrai génocide. Ah oui, ah oui. Mais donc ça... les mots ne sont pas exagérés, on parle vraiment d'un génocide. Non, non, c'est un génocide. Alors évidemment, il y a tout le débat, qu'est-ce qu'un génocide? Vous savez, il y a eu à un moment donné, entre des intellectuels juifs et d'autres, est-ce qu'on peut parler de génocide arménien, où le terme de génocide est plus propre à la Shoah? Bon, à mon sens, vous savez, c'est un faux problème. Parce que ce qui a poussé et les uns et les autres à massacrer, c'est les mêmes raisons. C'est une épuration ethnique totale. D'ailleurs, on rapporte à Hitler, avant de massacrer les Juifs, qui se souvient du génocide, enfin il n'a pas peut-être prononcé, du massacre des Arméniens. Oui, c'est dit, c'est attesté ça. Vous voyez, donc, ne serait-ce que pour ça,